Alors, effectivement, aujourd'hui, on est fact-based et data-based, hein, Ouais. c'est-à-dire que c'est la ligne conductrice et quand on est confronté à un board, ils nous disent, bon, mettez du rationnel derrière. Ouais. Sur quoi est-ce Ouais. que vous étayez? Bon. Il y a un moment quand même où il y a, c'est peut-être les 38 années de carrière qui m'apportent ça, où il y a le gut feeling, l'intuition, la conviction profonde, l'intime conviction. Et moi, je m'accorde la capacité à faire jouer l'intime conviction. Et là, en l'occurrence, nous, on teste les spectacles qu'on va lancer. On pré-teste avec une méthode qui a été éprouvée. On a testé un titre et puis ben, les paramètres étaient au rouge. Le cabinet qui fait l'étude dit non, il n'y a pas les ressorts, ça ne correspond pas à ce que vous faites d'habitude. Sauf que mon patron et moi, on était complètement convaincus et on se disait, il y a quelque chose. Donc, on a pris un risque, sauf que le risque s'est avéré payant puisque c'est un des shows les plus successful qu'on ait monté en 20 ans. Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 2. Aujourd'hui, mon invité a pas mal de bouteilles et forcément, l'échange a été très riche. On parle de beaucoup d'aspects autour de la data, notamment de la tarification dynamique, de son impact sur le public, sur les équipes et de bien d'autres choses encore. On a été très bavard, mais cette conversation était trop bonne pour être raccourcie. C'est le genre de rencontre qu'on est heureux de faire dans sa vie professionnelle pour son humanisme et sa vision très juste du métier. La longueur sert vraiment le propos. Et si tu es un peu impatient, tu peux avancer légèrement dans l'épisode pour arriver directement au cœur du sujet. Bonne écoute! Bonjour Olivier, merci d'être là. Je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cette conversation aujourd'hui. Alors, tu es directeur commercial et marketing à Stage Entertainment France, dont on connaît le Théâtre Mogador, une salle emblématique en plein cœur de Paris. Mais tu viens de Haute-Savoie, cette région que j'ai choisie pour me réinstaller après Montréal, et quand on en a parlé, ça a tout de suite créé un petit lien. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est ta manière de parler de ton métier. Tu as une vraie vision, mais tu la portes avec ton équipe dans le quotidien. Tu fais partie du terrain et ça m'a donné envie de t'inviter ici. Alors, pour commencer, j'ai envie de te poser une question toute simple. Peux-tu te présenter et parler un peu de ton parcours? Je ne sais pas si elle est aussi simple que ça, mais bien sûr. La Bon, question est simple. la question est simple, la réponse peut être longue. Non, bah, effectivement, j'ai un parcours qui finalement commence dès le départ avec une double formation littéraire et ensuite marketing commercial. Et je crois que c'est un élément qui me définit, c'est-à-dire d'avoir voulu aborder des sujets complémentaires qui s'enrichissent les uns les autres. Et donc, ça m'a conduit à explorer des domaines professionnels extrêmement variés, de la métallurgie aux jouets, de la restauration rapide à l'immobilier, de l'édition côté bande dessinée, manga, au spectacle vivant aujourd'hui dans des structures familiales, hexagonales. Tu parlais de la Savoie, ben, une entreprise savoyarde, jusqu'à des grands groupes internationaux comme McDonald's ou Hasbro. Donc voilà, c'est résumé 38 ans de carrière en quelques mots. Quelqu'un de terrain, j'ai toujours Oui. aimé être sur le terrain, même si au fur et à mesure des années, on me demande d'être de plus en plus stratège. Mais je me rappelle de l'étymologie de stratège, c'est conduire les armées, et les armées elles sont sur le terrain. Donc c'est vraiment toujours garder les pieds ancrés dans le sol, c'est mon côté savoyard aussi, hein. Voilà, les pieds fichés dans le sol, prêts à escalader un sommet ou un col. En tout cas, voilà, c'est vraiment cette dimension terrain et puis cette nourriture permanente euh, au-delà de mon périmètre, c'est-à-dire aller explorer d'autres pays, aller explorer d'autres industries pour me nourrir, pour m'enrichir et finalement ce qu'on souvent on nomme comme best practices, Hmm. ben, on les trouve ailleurs.
Voilà. Et donc Stage Entertainment France, pour finir là-dessus, c'est la filiale française d'un groupe à l'origine néerlandais et aujourd'hui détenu par une famille américaine, qui a une double activité, exploitant de salles, donc en France on a le Théâtre Mogador, et producteur de spectacles. Et donc on produit trois spectacles en France, on a une quinzaine de salles en Europe et on produit une vingtaine de spectacles par an. Voilà. Est-ce que ça te convient? Ça me convient très bien, c'est magnifique, c'est quand même, c'est du lourd, quoi. Moi, je veux dire, j'avais besoin d'un invité pour booster ma notoriété de mon podcast, je l'ai, quoi. Je rigole. Euh, Restons modestes. Restons modèles. Non, mais c'est en fait ce que je trouve fascinant, en fait, euh, un peu dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a, je trouve qu'il y a une mutation un petit peu dans le milieu culturel qui est de faire venir des gens qui viennent de l'extérieur pour amener d'autres pratiques au milieu culturel, qui fait que ça rafraîchit un petit peu le reste de, le fait de rester dans son jus 20, 30 ans au même endroit, de pas avoir vu d'autres choses, bah, on reste un petit peu avec les mêmes pratiques et puis on teste pas de nouvelles choses qui viennent d'ailleurs. Souvent, en fait, moi je le vois dans ma façon de faire, c'est, ben, je dis, ben, tu vends des places en ligne, tu fais du e-commerce. Parfois, c'est difficile à entendre dans le milieu culturel. Alors toi, tu es dans quelque chose de plus gros, mais dans des institutions euh, un peu plus lourdes ou anciennes, c'est plus Vide. difficile à entendre, quoi. Oui, enfin, moi j'ai toujours été un adversaire du clonage Oui. parce que faut aller chercher du sang neuf, faut aller chercher des nouvelles idées. J'ai eu cette chance, et Mm, là c'est une vraie chance, de rencontrer dans mon parcours des gens qui ont fait abstraction de l'univers dont j'étais issu. mm. Je suis passé quand même de la métallurgie au jouet. Oui. Bon, ben, ça serait pas fait, sans doute si j'avais pas une base de savoir-faire, mais surtout si j'avais pas eu face à moi quelqu'un qui s'est dit, tiens, pourquoi pas? Je prends quelqu'un qui vient d'un domaine complètement différent, et après, ben, il faut que le terreau soit fertile. C'est-à-dire, il faut effectivement avoir la volonté d'apprendre, Mm, être modeste, c'est-à-dire j'adore jouer les candides, moi, hein, de dire je comprends pas, et puis gagner sa légitimité. Ça, c'est ce que je dis souvent. À une époque, j'ai donné des cours. Je dis, le plus essentiel, c'est de dire à un moment, je dois gagner ma légitimité. Et ça se gagne à la fois par de la curiosité, de la volonté d'apprendre, et puis d'avoir cette vision un peu latérale, d'aller chercher ailleurs, non pas de déconstruire tout ce qui a été fait, mais de l'enrichir. mm, Je ne suis pas non plus adepte de ah ben, avant moi, rien n'était bien. J'arrive avec mes équipes, mes idées, mes pratiques. Non, c'est vraiment un mélange. C'est comme un chef qui va venir agrémenter une recette qui a été faite par un Brillat Savarin ou par mm. un autre grand nom, mais qui va dire, tiens, je lui donne un petit twist ou Oui. j'ajoute quelque chose qui va faire que c'est une neutre expérience. Mm, Donc voilà, je suis heureux d'avoir exploré tous ces domaines. L'époque où j'ai été indépendant, parce que j'ai pas mentionné, mais j'ai eu ma propre mm, structure de conseil. euh, Ça m'a conduit à faire un audit pour un thermicien en milieu hospitalier privé, à lancer une marque de beurre en Iran, à aider des gens dans la confiserie ou dans la restauration sur les aires d'autoroute. Quel bonheur! Bah, En avec plus, ça me permet de raconter des choses. ouais, ça fait des histoires à raconter. Puis C'est les ça. histoires, on adore ça. Et je trouve aussi que le lien commun entre tout ça, c'est les gens, quoi. Ah C'est les... bah, c'est ce qui nous a conduit à nous rencontrer. Ouais. Je crois qu'on a cet autre point commun, c'est qu'on est des humanistes. Mm, On aime les gens. Alors, il y a toujours des déceptions, mais globalement, on aime les gens, on aime découvrir des gens. C'est un enrichissement à chaque fois. Voilà, de découvrir, pas forcément que sur le plan professionnel, mais même des idées, des inspirations dans sa vie perso. Là, on a récemment monté une conférence avec une prof de philo. C'est une matière avec laquelle j'étais pas à l'aise. Bah, de rencontrer quelqu'un qui sait vulgariser, parce qu'en l'occurrence, elle vulgarise à travers la pop culture, ça rend beaucoup plus accessible. Et les profs, et c'est ce qu'elle met en œuvre avec ses élèves, bah, ça donne une autre vision des choses.
Et on va Et monter une deuxième conférence. une conférence, donc, au Théâtre Mogador. Oui, Bah, c'est fascinant quand même. Je veux ça dire, fait on partie sort quand des à même. côté. Ouais. Oui, mais c'est les à côté qui sont intéressants. On en parlait un petit peu dans notre conversation pré-enregistrement. On prend des risques, on teste de nouvelles choses, on explore. C'est aussi ça, la beauté, hein, des choses. Et puis, ça me permet de faire briller la marque Mogador parce que, bien sûr, mon métier essentiellement, c'est de vendre des billets pour un spectacle. Mais on a un lieu et j'insiste bien sur ce côté dual dans notre Ouais. activité. Or, le lieu, il ne vit pas que du spectacle, il vit aussi d'événements qu'on va accueillir, alors soit qu'on organise nous, mais aussi d'organiser des événements pour des tiers, être le réceptacle d'une conférence, d'un lancement produit, d'une remise de diplôme. Et donc, chaque fois qu'on met en avant Mogador sous un angle inattendu, ben, on se détache un petit peu des nombreuses salles qui existent et il y a un supplément d'âme qui se crée. Et les gens vont être peut-être un peu plus intéressés à venir à Mogador plutôt qu'une autre salle ou dans un hôtel ou un centre de convention, etc. Oui, c'est là. Mais je sais que toi, tu m'avais dit que ce que tu aimais énormément, c'était la marque. Ah ben, Je- j'ai une formation marketing. Alors, Oui. marketing, c'est le market, mais la marque, elle n'est pas très très loin, hein. Ah bah, il y a l'étymologie Et dedans, hein. voilà, et dans tous ces codes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle véhicule, il y a 3 ans, décidé de refaire la marque Mogador, de lui donner un coup de jeune, je suis tombé sur une agence incroyable qui a fait un boulot de malade, et la marque, on la voit plus de la même façon. Et elle véhicule d'autres choses. On était un théâtre classique de 1919, cette espèce d'embourgeoisement du centre de Paris. Et là, on devient un lieu de création moderne. Le théâtre, il date toujours de 1919, mais avec cette nouvelle identité de marque, avec tout ce qu'on a mis derrière, bah, on en a fait un objet différent. Et c'est bien de faire passer à une autre étape toutes nos pratiques, on essaye de les reposer, de se dire gardons le socle. Et il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas Ouais. oublier, euh, mais il faut les enrichir, il faut les faire évoluer parce que notre public évolue. Parce que j'ai connu ça dans une autre carrière, mais si tu restes avec le même public, la base s'étiole, forcément, c'est Ouais. mécanique. Donc il faut aller chercher de nouveaux publics. Pour aller chercher de nouveaux publics, et je ne parle pas que des jeunes. Ouais. Le nouveau public, c'est plein d'autres choses. Il faut savoir proposer le cadre pour les accueillir. Effectivement. Alors là, tu m'as emmené sur ton terrain, toi, que je trouve fantastique, mais je vais te ramener un petit peu sur notre terrain et sur le sujet de notre conversation aujourd'hui. On pourrait parler des heures. Je pense qu'on pourrait faire un podcast de 3 heures, mais on va essayer de rendre ça un petit peu concentré. Et évidemment, tu sais, moi, mon sujet chouchou, c'est la donnée et comment la donnée permet de prendre des bonnes décisions et permet de supporter la stratégie marketing et justement de vendre plus de billets. Puis quand je t'ai parlé de ça, tu me dis oui, mais non, enfin, il y a eu un petit peu de... Bon, on s'est pas du tout accroché, mais disons que tu m'as raconté un exemple que j'ai trouvé fascinant parce que, en fait, tu devenais, avec cet exemple, de faire tomber toute ma façon de travailler. Mais je trouve que c'est vachement bien. Non, enfin, disons que pour moi, c'est comment on fait pour travailler avec la data et avec le guts, le feeling, c'est son instinct. Et j'aimerais vraiment que tu partages cette histoire que tu m'as racontée aux auditeurs. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est fact-based et data-based, hein, Ouais, c'est-à-dire que c'est la ligne conductrice et bah, quand on est confronté à un board, ils nous disent, bon, mettez du rationnel derrière, sur quoi est-ce ouais, que vous étayez? Bon. Il y a un moment quand même où il y a, c'est peut-être les 38 années de carrière qui m'apportent ça, où il y a, pour reprendre ton terme, le gut feeling, l'intuition, la conviction profonde, l'intime conviction. Et moi, je m'accorde la capacité à faire jouer l'intime conviction. Et là, en l'occurrence, nous, on teste les spectacles qu'on va lancer. On pré-teste avec une méthode qui a été éprouvée, qui est une méthode qui est déployée dans tout le groupe, pour tous les pays, avec les ajustements culturels, bien sûr.
Et donc, on a testé un titre et puis ben, les paramètres étaient au rouge. Mm. Donc, il fallait pas faire. Le cabinet qui fait l'étude dit non, il y a pas les ressorts, ça correspond pas à ce que vous faites d'habitude. Sauf que mon patron et moi, on était complètement convaincus et on se disait, il y a quelque chose. Donc, on a poussé le curseur très loin. On est, on a été chercher des compensations, des chambres de compensation de ce que les datas nous disaient être faible. On a pris un risque. Mm. Sauf que le risque s'est avéré payant puisque c'est un des shows les plus successful qu'on ait monté en 20 ans. Et on le reprend en plus Ouais. cette année. Alors j'espère avec le même succès. Mais oui, t'exagères quand tu dis que j'ai bouleversé ta façon de travailler parce Ah, que mais je rigole, je rigole. la data et j'en bouffe le matin. Le premier truc que je fais, je suis un matinal, moi je me lève très tôt. Le premier truc que je fais, c'est que je regarde les chiffres de vente. Bah, bien sûr. Mm. C'est presque une obsession. Là, ils nous ont décalé d'une heure. Je suis avec mon café devient froid avant que je puisse analyser les datas. Et c'est le premier truc que je fais. Donc, non, je suis pas détaché des datas. Mais il y a un moment, d'abord, les datas, elles sont valables à un moment donné. C'est du rétrospectif. Oui, C'est de l'a posteriori, sauf qu'il y a des aléas. Il y a oui, plein d'aléas, il y a des choses qui peuvent changer complètement le cours des choses. Ça peut être une décision politique, ça peut être des conditions météo, ça peut être... Enfin, il y a tellement de choses. Donc la data qui est valable à l'instant T, elle est plus valable potentiellement à l'instant T plus un, et c'est là où la pratique, l'intuition, l'intelligence au sens euh, la collecte d'informations, de signaux faibles, peut compenser la déficience de la data. oui. Voilà. Et c'est ça que j'ai voulu dire. Et dans ce show qu'on a lancé, mais j'ai eu deux, trois autres expériences. Je parlais justement récemment avec une ancienne cliente. On est devenus amis, on a un petit groupe, c'était mes anciens clients. Et chaque fois, on se remémore un exemple où je les ai conduits vers quelque chose. Ils avaient fait des études qui leur disaient non, faut pas y aller, les parents vont détester. C'est pour le coup, j'étais kidologue. Les enfants vont détester et en fait, ils y sont pas allés et ça a été un des phénomènes les plus larges. J'avais cette vista, mais que je peux pas expliquer autrement que par, ouais, il y a une hypersensibilité qui s'est construite au fur et à mesure des années. Ben, en fait, la data fait partie, c'est un outil parmi tant d'autres pour prendre une décision. Et autant bah, tu l'aimes que tu te dis ce n'est pas le seul signal pour aller dans une décision. Et moi, je trouve ça hyper sage parce que en fait, être 100% data-driven, parfois, ça permet, tu sais, on se met des objectifs parfois qui sont inatteignables. Je sais plus ce que j'entendais, il y avait ils avaient un objectif de lancer 100 magasins, mais ils n'avaient pas recruté suffisamment de personnes pour avoir un service clientèle à la hauteur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, ah ben on avait notre objectif avec 100 magasins et on veut continuer, ou on réduit notre chiffre et on essaye d'avoir quelque chose à la hauteur? Donc, c'est de se dire un petit peu comment en fait, comment on navigue avec tout ça. Et je trouve que ton exemple est hyper parlant. On en a plein parce qu'aujourd'hui, on dit le retail est au bord du gouffre et il y Oui, a quand même des oui, nouveaux concepts qui se lancent. À une époque, on disait la presse, elle est morte et il y mm, a quand même succès oui, tu prends un journal comme Le 1 mm, qui est arrivé ou la revue 21 qui sont oui, arrivés, c'est du mm, papier, etc. Et ça a fonctionné ou ça fonctionne. Donc parfois, on prend des choix qui sont contre-intuitifs si tu te bases que sur la data mais qui sont malins. Et mm, c'est sans doute là où des gens extrêmement intelligents arrivent à bouleverser même des business mm. avec une intuition. Sans reparler de ces grands cas que sont les smartphones ou les voitures électriques, il y a quand même des mecs à un moment donné, ont dit, bah, je vais sortir un truc, j'ai pas de data, Mm. mais j'ai une intuition. Mm. Voilà. Et puis là, on est tous à faire scroller ou zipper nos doigts sur une surface. Et donc voilà, Ouais, si on nous l'avait dit hein, il y a 40 ans, ça, on n'y aurait pas cru, hein. absolument. Absolument. Et là, en toute humilité, j'avais aucune intuition là-dessus, hein. Ah bah, écoute, en tout cas, tu as eu d'autres intuitions. Mais tu vois, Oui. ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est que
tu vois, il y a des choses où moi j'ai été dans des boîtes où on me disait, bah ça on l'a déjà testé, ça n'a pas marché, donc on le refera pas. Mais aussi, parfois, tu sais, l'instant, le momentum n'est pas là, tout n'est pas présent. Et Complètement. en fait, il y a, comme tu dis, c'est multifactoriel et peut-être que le retester aujourd'hui dans un autre contexte, ça va fonctionner. Donc en fait, pour moi, il y a ces, ah, on a toujours fait comme ça ou on a déjà testé. Pour moi, je prends pas ça pour Oui, acquis. oui, oui. Donc, c'est important aussi de se remettre en question, de comprendre l'historique et de se dire, ah bah peut-être qu'on peut le retester autrement avec d'une autre manière, dans un autre contexte. Si à Euh, chaque fois qu'on m'a dit on l'a testé, ça marchait pas, ouais. j'avais dit bon, d'accord, on serait pas où on en est. J'aime beaucoup les gens qui sont là depuis des années dans un job, je trouve ça fascinant, et puis de se réinventer depuis des années, mais parfois il y a des gens qui ont un profil ou qui sont un petit peu enlisés et qui prennent pour acquis que ce qu'ils ont fait, eh ben, tu sais, c'est pas trop à remettre en question, tu vois. Ouais, alors si je peux me permettre juste une petite anecdote, je sors de la même école, la même promo que mon beau-frère. Ouais. On a épousé deux sœurs. Mm. Il est dans la même boîte depuis son stage de fin d'année et il a un succès incroyable. Et moi, j'ai changé 10 fois de boîte. Ouais. On est rendu, allez, on est rendu au même niveau de succès, si je puis Ouais. dire. On a le même âge, voilà. Sauf que lui, il a tout fait dans sa boîte, mais parce qu'il a cette Ouais. faculté à toujours apporter du nouveau. En Ouais. fait, tu as raison, c'est beaucoup lié à la personne. Moi, Ouais. à un moment donné, je me suis trouvé bridé dans mes envies et j'ai changé de boîte. Mm. Alors, bah là, ça fait 9 ans que je suis chez Stage, mais parce que je suis pas bridé. Mm. Mais j'ai changé de boîte et lui, il a créé les conditions de conviction de ses actionnaires et il a porté sa boîte en restant depuis 1987 dans la même boîte. Ouais, ça, c'est quand même fascinant, quoi. Ah ben mais il est fascinant. C'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant de se réinventer constamment en étant au même endroit. Hmm, C'est merveilleux. complètement, complètement. Alors, je nous ramène encore à notre sujet, hein, Oui, je c'est nous vrai que tu ramène- digresses beaucoup. Ouais, c'est moi qui digresse, bien sûr. Là, en fait, moi, quand je t'ai rencontré, tu participais en tant que panéliste, en tant que participant au Forum de la billetterie au sujet du yield management. Le yield management, la tarification dynamique. Hmm. Et là, je me suis dit, ah, bah, c'est super intéressant parce que c'est un sujet de données. Moi, c'est vrai que je suis très sujet de données. On parle de CRM, de billetterie, mais le yield, c'est un sujet de données. Alors, pour ceux et celles qui connaissent pas trop ce terme, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que le yield management? Ouais, on va être très basique, hein. Ouais, C'est à un moment donné prendre en considération l'offre et la demande. ouais, Et de faire en sorte que d'un côté, tu puisses, on va être très prosaïque, hein, maximiser les ouais. profits, Mm, parce que c'est de ça dont on mm, parle, tout en, comment dire, en n'attaquant pas le capital de tes clients. mm, C'est-à-dire que c'est une question d'équilibre, de trouver les moyens de faire évoluer ton offre dans sa dimension prix mm, par rapport à une demande et de voir si, là aussi encore en testant des choses, si on arrive à influer, c'est-à-dire à maximiser les profits. Le maximiser les profits, ça ne veut pas dire juste augmenter les prix, ça veut dire aussi peut-être jouer sur les taux de remplissage, en tout cas pour nous. ouais, Et donc, parfois, savoir sacrifier les prix pour faire venir des gens mm, qui ne seraient pas venus pour des questions économiques, et tout d'un coup, on se retrouve avec des remplissages plus importants, et d'autres moments où bah, c'est les vacances scolaires, où tout le monde a envie de venir le week-end, bah, on va jouer dans l'autre sens, et là, alors c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, mais on pourrait avoir des taux de remplissage moins importants, mais avoir un prix mm, plus élevé, et c'est un équilibre. Voilà, donc le yield ou le dynamic pricing, c'est vraiment avoir les yeux rivés, et là je te rejoins, les yeux rivés sur les chiffres, mm, analyser, ouais, analyser, voir quels sont les paramètres constants, tester de nouvelles choses et faire en sorte qu'on arrive à faire évoluer. Et puis je reviens à mon côté savoyard, hein, le skieur, basse saison, haute saison. ouais, Voilà, donc ça c'est... Je suis arrivé, voilà, quand on dit on emprunte des choses d'ailleurs, bah, je suis arrivé dans le domaine du spectacle vivant en disant il y a un truc qui s'appelle haute saison, basse ouais, saison. Parce que les gens viennent plutôt sur une certaine période ou plutôt certains jours. Mon rôle, c'est de les faire venir sur d'autres jours, parce qu'il faut qu'on arrive à désaisonnaliser pour amoindrir le risque.
Et puis que ben, s'il continue d'y avoir une demande concentrée sur certains jours, que je puisse faire 1,05 au lieu de 1, parce que le 0,5, ça va me permettre peut-être de sacrifier les prix à un autre moment pour attirer d'autres personnes. Est-ce que j'ai bien expliqué? C'est magnifique, mais c'est vrai, en fait, pour faire du pouce, comme on dit en québécois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le train et dans l'avion, en fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est nouveau au niveau du spectacle vivant? Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, Moi, je trouve que c'est assez récent. Vous, ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place? Alors, en toute honnêteté, de manière artisanale, je l'ai trouvé quand je suis arrivé. Oui, ok. En gros, on disait, ah bah là, tiens, sur la fin d'année, on sait, les vacances de Noël, les gens vont venir, donc on va mettre des prix plus hauts. Mm. Là, ce qu'on a fait, on a ajouté la dimension dynamique. Oui. Et ça date de juste avant le Covid. Mm. Voilà, c'est-à-dire 2018-2019. Moi, je suis arrivé en 2017. D'abord, on a commencé par collecter beaucoup plus de data. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près 35 000 personnes à qui on pouvait parler. Aujourd'hui, il y en a 580 000. Euh, 580 000 avec oui, 5 zéros, c'est énorme. sachant qu'entre-temps, on a quand même la réglementation, la RGPD qui est RGPD, passée. ouais, Donc, les 580 000, c'est expurgé ouais, de ce que nous impose la réglementation, alors que les 35 000, c'était sans réglementation. ouais, Ben, l'analyse de ces données, dans lesquelles on est devenu un peu plus expert, nous a permis aussi de construire des nouveaux modèles et puis de tester des choses. Je te donne un exemple. Pour la première fois cette année, on va jouer jusqu'au 10 août. On l'a jamais fait. ouais. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'on a des gens qui viennent à Paris en tant que touristes et on a mesuré à travers nos data qu'on était devenu une destination. Pas au niveau du Louvre ou de Versailles, bon, mais on est devenu une destination. Donc, si les gens viennent majoritairement à partir des vacances scolaires, voyons si ça vaut le coup de jouer un peu plus tard. Peut-être que non. On crée les conditions tarifaires aussi pour Ouais. que ce soit intéressant. Et puis on verra. Est-ce qu'on le répliquera dans l'année prochaine ou au contraire on reviendra en arrière? Tester, c'est vraiment la base de tout. Bah, c'est le meilleur, en fait, le test, tu sais, c'est la meilleure étude de marché que tu peux faire. Voilà. Il faut bien border les conditions Ouais. du test. Mais oui, il n'y a que comme ça qu'on peut le faire, bien sûr. Mais Mais pour en revenir à ton point, oui, la question du dynamic pricing, du yield, effectivement, le transport, l'hôtellerie, c'est des pratiques. Je m'en suis inspiré. Et donc, je suis allé chercher des gens dont c'était le métier, dans le transport, dans ouais, l'hôtellerie, dans le transport fret aussi. Et je leur dis, voilà, est-ce que vous pensez que chez nous, il y a matière à, moi je le pense, mm, et ils ont dit, ben, on n'a pas l'habitude de votre secteur. On a fait un boulot, enfin, ils ont fait un boulot de dingue. C'est-à-dire qu'on est allé se poser sur chaque siège, il y en a 1615, pas seulement pour dire on peut augmenter les prix, baisser les prix, mais aussi pour dire est-ce qu'on a les bonnes catégories? ouais, Est-ce qu'on a assez de catégories? Il y a des choses, là pour le coup, j'avais zéro intuition, c'est vraiment eux qui m'ont mis le pied à l'étrier de dire quand tu as 6 catégories et qu'entre deux catégories, tu as un écart de prix de X, mm, tu empêches les gens qui seraient capables de mettre un peu moins que X, finalement d'upgrader mm, et de passer à un niveau supérieur. Et donc, on est passé de 6 à 11 catégories, ouais. 611 catégories? de 6 à 11, Ah, de 6 à 11. Donc, en fait, de tu 6 à as 11. augmenté le nombre de catégories. Oui, et en fait, ça a permis à des gens qui, je prends deux tarifs, hein, qui auraient acheté des places à 30 euros et pas à 40. Ben, Mm, à partir du moment où tu crées une catégorie à 35, ouais, l'effort financier, ils sont capables de le faire, ils ont envie de le faire parce qu'ils se ouais, disent, je vais gagner en qualité d'expérience. Ils ne seraient pas allés à 40 parce qu'ils n'ont pas les moyens, ouais. parce qu'ils font un calcul. Par contre, ben, nous, on a récupéré, pas sur tout le monde bien sûr, mais on a récupéré une partie de ce palier de 30 à 35. Bah, évidemment. Et tu vois, intuitivement, moi, en termes de traitement de la data, j'aurais tendance à dire moins de catégories, c'est plus facile. C'est plus facile à lire
pour le spectateur, c'est plus facile à traiter après en analyse, mais finalement, oui, tu sais, présenté comme ça fait vachement de sens, quoi. J'avais exactement la même vision que toi. Ouais, J'ai dit, oh là là, mais on va perdre. Tu sais, c'est le syndrome de la ouais, carte du restaurant chinois ouais, où tu as 70 plats ouais, et tu perds les gens. Bon, bah là, en l'occurrence, peut-être parce que c'est un achat très réfléchi, ouais, que tu as le temps. Tu ouais, vois, peut-être t'es dans le restaurant, tu as ta carte, j'ai rien contre le restaurant chinois, hein, mais tu as ta carte et tu sais que le serveur est arrivé, tu as la pression, tu as ta famille qui te dit alors, toi, tu vas prendre quoi? Tu es perdu, puis tu vas finir par prendre le poulet à l'impérial parce que tu as ouais, toujours pris ça et que tu continueras à prendre ça. Là, les gens, ils sont dans une démarche, ils vont dire, bon, et si on allait voir ouais. le spectacle, on se pose, on réfléchit combien on veut mettre, et combien il faut, s'il faut venir à Paris, combien ça va coûter, etc. Donc, peut-être que ce temps de réflexion, on n'est pas sur de l'achat spontané, il est finalement, il nous est bénéfique parce que ça permet aux gens de se dire, bon, bah, il y a 11 catégories, qu'est-ce que j'ai envie de me payer comme catégorie? Voilà. Est-ce que tu penses que s'il est, parce que tu as est-ce que tu as une très grande, comment, je dis range, hein, parce que c'est compliqué, moi, ça vient parfois en anglais, une très grande plage de différents tarifs, par exemple, est-ce que ta Oui. plus haute catégorie, elle est beaucoup, beaucoup plus chère que ta plus petite catégorie? Elle est 4 à 5 fois plus chère que Oui, la catégorie d'accès, oui, oui. oui, Oui, oui. Mais ça correspond aussi, ça aussi, on l'apprend, hein, même la façon dont la salle se remplit. oui, Elle a une manière de se remplir qui nous sautait pas aux yeux. oui, Là, ça a été le travail de ces consultants, c'est de dire, ben, voyez, regardez, ça va se remplir de cette manière-là. Et donc, ils nous ont expliqué qu'effectivement, il y avait des perceptions par les gens qui étaient différentes, visiblement. oui, Et parfois, on avait une catégorie une place qu'on imaginait en catégorie inférieure, mais non, en fait, elle était en catégorie plutôt oui. supérieure. Voilà. Et donc, on a cette offre. Je n'irai pas au-delà, hein, parce que là, effectivement, ça commence à être beaucoup, Oui, ça fait beaucoup, oui. mais d'une dizaine de catégories qui permettent aux gens vraiment de choisir ce qui leur convient, ce qui est adapté à leur budget, leur portefeuille et à leur envie par rapport à une qualité d'expérience. Mais toutes les places sont bonnes chez nous. Ben oui, toutes les places sont bonnes, évidemment. Bah, il y Après, en a qui sont un peu meilleurs, mais toutes les places sont bonnes. tout, évidemment, ça fait longtemps que je suis pas venue. Il va falloir absolument que je vienne pour me mettre à jour. Moi, je suis restée en, tu sais, en 2011, quoi. En fait, est-ce que tu y a une corrélation justement entre la catégorie et le remplissage? C'est-à-dire, est-ce que les plus hautes catégories se remplissent plus vite ou et du coup, c'est ça qui a un peu déclenché le fait de dire, bah, ces places-là, comme elles se remplissent aussi vite que des jeux hautes qui étaient déjà à haute catégorie, on a décidé de les mettre dans une plus haute catégorie? Euh, oui, alors, en fait, c'est un mouvement double, c'est-à-dire que Ouais. le plus haut et le plus bas se remplissent vite. Ok. En fait, l'enjeu, il est je Le ne vais pas milieu? appeler ça le ventre mou parce que Ouais. c'est pas très gracieux, mais sur le cœur des Mm. places. Ouais. C'est-à-dire là où les gens qui ont vraiment envie de se faire plaisir, ils vont prendre les grandes catégories. C'est les gens aussi qui vont se payer une coupe de champagne, qui vont acheter des produits au merchandising, etc. Mm. Ceux qui sont coincés économiquement, bah, ils vont pas aller plus loin. Et en fait, l'enjeu, il est vraiment de savoir comment on gère le milieu des Mm. catégories. C'est-à-dire, en gros, de la troisième à la huitième Ouais. catégorie. Voilà. Et c'est là où, effectivement, on va beaucoup travailler sur le dynamic pricing, Mm. sur un certain nombre d'actions pour, de toute façon, ce qu'on t'explique, c'est que si les catégories les plus hautes se remplissent très très vite ou basses Mm. se remplissent très très vite, c'est que ton prix n'est pas adapté. Mm. Après, c'est là où je reviens sur mon côté intuition ou humaniste peut-être. Je dis, non, mais là, on va pas mettre 200 euros Ouais. parce que personnellement, même si je suis un très mauvais exemple, je ne mettrai pas, parce qu'on vient jamais seul au théâtre, je ne Ouais. mettrai pas deux fois 200 euros. Donc, je veux dire, entre ce que l'analyse data nous permet de faire théoriquement et ce qu'on va faire, il y a un gap. Et c'est Ouais. là où on discute entre nous, avec mon équipe, avec les commerciaux, en disant, bon, on augmente de 3, on augmente de 8, on augmente de 15%. Voilà.
Et c'est vrai que mais c'est leur métier. Les revenus managers te disent, mais non, vous pouvez y aller facilement. Ajouter 20 euros. Mm. Euh, non, on va pas, on va ajouter 8, c'est bien. Oui. C'est déjà pas mal. Mm. Oui, c'est ça, c'est d'avoir quelque chose. En fait, tu prends l'information, tu la traites, et Hmm. en fait, l'action que tu mets ensuite en place, elle dépend, comme tu dis, de multifacteurs et je veux dire, c'est pas parce qu'il a dit que la personne était capable de payer plus que forcément tu vas le mettre en place. Et puis, tout à l'heure, sous-entendu dans ta question, tu disais, mais dans le spectacle vivant, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. C'est vrai. Mm. Aujourd'hui, et puis encore plus dans le contexte qu'on connaît là depuis quelques mois, on a l'habitude de spectacles à prix bradé. Oui. Il y a même un revendeur qui en a fait son nom, Mm. enfin, billet Oui, réduc. oui, oui. Voilà. Mais on est dans une perception qu'un spectacle, ça s'achète jamais plein pot. Hein, Oui. ça s'achète avec 50-60% Mm. de remise. Mm. Ce qui est une hérésie parce que nous, on n'a pas de honte de parler du prix parce que derrière, on fait de la pédagogie. C'est-à-dire que euh, quand on vient voir un spectacle, on se pose face à une scène sur laquelle il se passe quelque chose, mais il y a tout ce qui se passe derrière. Que ce soit Taylor Swift ou un one-man show, et nous, entre les deux, c'est des dizaines de personnes, c'est des investissements, en lumière, en décor, en son, etc., pour que l'expérience soit la plus parfaite possible. Tu peux pas avoir un concert avec un son, pardonne-moi l'expression, de merde, Mm. même si c'est l'artiste dont tu es super fan. Donc, on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer, ben, oui, qu'on a beaucoup de gens derrière. Ça va des gens qui sont chargés de l'accueil, à la sécurité, aux gens à la caisse. Enfin, voilà. Et bien sûr, derrière, on est une entreprise qui doit faire du profit. On est une entreprise privée. Mais il y a encore cette perception, qu'on n'achète pas le spectacle plein pot. C'est un peu comme les fringues, finalement. À force de faire des soldes, ben, on ne sait plus quelle est la valeur. Et nous, on se bat contre ça, ce qui veut dire qu'on a notre politique de prix fait en sorte qu'on rende le spectacle accessible, mais on n'a pratiquement pas d'opération discount. Parce que ça voudrait dire que on a une marge colossale. Ce n'est pas le Oui, cas, c'est oui. pas vrai. D'abord, on achète une licence, on Mm. a des ayants droit, celui qui s'appelle Disney, Little Star ou Rug, c'est des gens qui ont la propriété Oui. intellectuelle et il faut bien les rémunérer. Et puis derrière, il y a tous les frais inhérents au spectacle, logistiques, artistiques. Voilà. Donc, on ne veut pas rentrer là-dedans. C'est pas parce qu'on veut s'asseoir sur des coussins confortables de marge. C'est parce que le spectacle, il y a un coût. Mm. Et que si on dit, ben, oui, on peut baisser les prix de 60%, à un moment donné, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je pense qu'une partie du textile s'est flinguée, euh, laissant penser que finalement, ce que j'achète en temps normal, 120 euros, bah, je peux le payer 30 euros et les gens continueront à faire de leur marge. Et là, j'entendais que les soldes d'été n'ont pas fait le plein. Il y a un truc vraiment pourri dans le marché. Donc, j'espère que le spectacle vivant n'arrivera pas à cette extrémité. Ou alors, il faut que je prenne J'ai- ma retraite avant. je, moi, j'abonde dans ton sens. J'ai beaucoup de difficultés avec les rabais. Surtout des rabais, tu sais un peu le rabais du désespoir. T'as pas rempli ta salle, donc tu fais du rabais. Et donc les gens, ils ont cette façon de penser que bah, je vais attendre le dernier moment et je vais payer moins cher. Et je pense que c'est ça, dans l'intelligent, enfin dans le collectif, finalement, c'est un peu passé comme bah, on peut attendre la dernière minute et on aura un prix moins cher. Et je trouve qu'on se dessert énormément. Alors, une Complètement. fois de temps en temps, ça peut arriver. Mais à la limite, tu vois, cette politique de tarification dynamique, elle fait que bah, si tu le prends en avance et puis un lundi, bah, ton billet, tu le payeras moins cher. Puis,
Ce qui fait qu'en sorte, on récompense le fait que tu donnes, que tu viennes tôt, et aussi on récompense le fait que tu viennes à un moment moins achalandé. Donc en fait, l'idée, c'est, tu sais, ben, moi, il y a quand même une dynamique qui est comment on fait pour servir le public quand même là-dedans, comment le public reçoit finalement cette nouvelle politique qui est un peu différente pour elle. Mais moi, je Hmm. trouve qu'il faut que ce soit win-win des deux côtés. Il faut qu'il y ait à gagner au niveau du public et qui est à gagner au niveau de la production et puis de la salle, tu vois. Complètement. Non, non, mais on est bien d'accord. Enfin, tu as souligné le fait essentiel, c'est que le dynamic pricing sert déjà à rendre accessible des représentations dont on sait que mécaniquement elles seraient moins remplies que Mm. d'autres. Alors pas le lundi parce qu'on joue pas, mais Ouais, mardi, mercredi, jeudi, parce que dès qu'on est dans le vendredi, on rentre dans un ouais, phénomène week-end. C'est plus difficile de faire sortir les gens de chez eux parce que le lendemain ils travaillent, parce que les enfants vont à l'école, etc. Bon. Donc on a aussi réfléchi sur les horaires, sur le calendrier. On n'est pas juste concentré sur le prix, mais le point de départ, il est comment rendre accessible la semaine, comment rendre appétante la semaine, comment inciter les gens à venir la semaine. Et puis même pour eux, parce que le transport coûte plus cher le week-end, enfin, tout est plus cher le week-end pendant les vacances. Donc, en fait, c'est de désaisonnaliser mm, euh, l'accueil du public. mm, Et encore une fois, je préfère avoir un prix qui est accessible en semaine, sur lequel je ne vais pas pratiquer de discount, que de tout d'un coup, et j'aurai peut-être une salle qui sera remplie aux trois quarts. Bon, ben, je préfère faire le sacrifice du quart plutôt que de dire, allez, c'est la foire et je fais du moins 60%. ouais. Euh, donc, on a euh, limité les élections de discount. Elles sont toujours serrées dans le temps, elles ont toujours une raison d'être qui est plutôt une. Alors, on s'est pas encore totalement, comment dire, délesté du Black Friday parce que Mm. c'est vraiment un moment important. Il l'est pour nous parce que c'est juste avant Noël. Mais on n'a aucune autre action Ouais. promo, sauf peut-être un anniversaire ou un truc particulier. Mais il n'y a pas d'action discount continue. Et moi, je trouve ça génial. Tant que ça C'est- marche, c'est génial. Oui, non, mais Si un jour ça marche pas, ça sera moins génial. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que si tu as le bon... Tu sais, c'est un mix, hein, le marketing, je vais pas, c'est pas à toi que je veux l'apprendre. Tu sais, tu as prix, moi, produit, et je promotion. commence. Tu commences, ouais, 2, 3 années. Ouais, ce que je veux dire, c'est que ça marche parce que tout fonctionne ensemble et parce que tu as mis le bon prix au bon produit au bon moment et que tu as fait la bonne offre. Tu sais, j'ai l'impression que... alors après, tu as des spectacles plutôt grand public. Je pense que c'est plus difficile quand tu vas avec une programmation plus éclectique, plus nichée, que les gens... Mais en même temps, on le sait quand on va... Alors, moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple de la danse contemporaine qui est hyper difficile à remplir. J'adore la danse contemporaine, j'en ai vu des tonnes et des tonnes de spectacles. C'est pas accessible pour tout le monde et c'est difficile à remplir. Mais on le sait quand on le met dans sa programmation. Absolument. Non, non, mais là, je te rejoins totalement. On était en rendez-vous hier avec une institution publique de premier plan et on discutait justement contrairement à nous, nous, on a un spectacle tout au long de l'année. Eux, ils ont un programme. Mm, Ils disaient, ben, il y a des shows qu'on remplit très vite et d'autres moins vite. Mais en toute connaissance de cause. mm. C'est sûr que si tu prends un auteur classique que tout le monde aime, un Shakespeare ou un Molière, tu vas remplir parce que les gens disent, ah bah oui, Macbeth ou Les Femmes savantes, je connais. Et puis si tu proposes, on le voit bien à Avignon, hein, une pièce d'un obscur, enfin obscur pour une grande partie de personnes, bah, ce sera plus compliqué. Et la danse, c'est pareil. Si tu as une Pina Bausch ou un William Forsythe, les gens vont dire, ah bah oui, je connais. Et puis le chorégraphe un peu moins connu, tout aussi talentueux, bah, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais tu le sais. Enfin, effectivement, tu programmes pas en n'étant pas conscient de ce que tu proposes.
Donc pour toi, merci Olivier pour le partage, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour toi, donc là, le public, il est au rendez-vous avec la tarification dynamique, il s'y retrouve, Mm. vous vous y retrouvez, c'est fantastique. Alors avant de passer à la question, parce que j'ai une question de, tu sais, tout le monde a pas une équipe comme la tienne, et puis pour mettre en place ça, j'aimerais savoir... parce que moi, j'aime beaucoup parler, tu sais, des projets de données, de ce que ça fait sur le public, ce que ça fait sur le bottom line des revenus, parce que c'est quand même le cœur du métier. Mais j'aime aussi beaucoup savoir ce que ça fait sur les équipes. Comment les équipes ont embrassé ce projet-là, quel impact ça a eu sur les équipes, parce que c'est quand même une gestion de changement, des nouvelles façons de faire et tout ça. Donc, est-ce que tu peux partager avec moi un petit peu? Oui, ben, encore une fois, j'ai utilisé tout à l'heure le terme de pédagogie, mais une pédagogie ludique, c'est-à-dire que c'est vrai aussi en interne. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui était constituée de vieux briscards et puis de gens que j'ai recrutés moi. Et dans les vieux briscards, il y avait, mais ben, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, oh, mais ça, on l'a jamais fait, ou, on l'a testé, ça n'a pas marché. Et moi, je crois que je dis souvent, j'ai un bouquin que j'adore, qui est un roman policier qui s'appelle Au pire, qu'est-ce qu'on risque? Et donc, je dis, bah, vous savez quoi? On va le prendre le risque. On va tester. Alors, on va le tester ensemble. C'est-à-dire, on va définir ensemble les paramètres. On se donne une période de test, et puis, en toute objectivité, on verra. Et en fait, j'ai confié les clés du camion à l'équipe. Puis voilà, vous définissez les paramètres du test. Vous me dites, et en fait, j'ai une collaboratrice auquel je suis très attaché. C'est devenu un jeu. C'est-à-dire qu'elle était pas forcément pour au début. Puis j'ai commencé avec ces histoires de haute saison, de basse saison, etc., lui expliquer pourquoi je faisais ça en tant que Savoyard, les stations de sport d'hiver. Elle s'est prise au jeu totalement. Et puis, le fait d'être à la manœuvre, d'être en autonomie, alors bien sûr, je suis là, je valide, ou j'invalide certaines choses, mais le fait de pouvoir proposer, moi j'adore ça, hein. C'est-à-dire que j'ai passé ce cap, on parlait de l'enseignement, mais le savoir, il est plus, si tant est qu'il l'était, dans celui qui a l'expérience la plus longue ou qui a le plus grand cursus d'études. Aujourd'hui, et je le vois avec les jeunes générations, ils maîtrisent des choses que je ne maîtrise pas. Donc on rentre dans cette logique d'échange, de confrontation des points de vue, de data, parce qu'il faut quand même ramener de la data, et puis ben, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, on s'est doté des outils, et puis l'équipe fonctionne. Et c'est même eux qui viennent me dire, mais on est un peu timoré là, on pourrait faire de nouvelles choses. Et on s'amuse. C'est un jeu. Oh, c'est devenu un jeu. Alors c'est un jeu maîtrisé, mesuré, encore une fois, en respectant le client, en respectant certains codes, avec des bornes qui sont quand même des capacités parfois techniques. Mais oui, on l'a fait sur le plan ludique. Ce que j'entends en fait, c'est que tu as t'as initié un projet et tu as dit à ton équipe, allez-y, faites-le comme vous le voyez. Donc en donnant cet ownership-là, ça change tout sur la relation par rapport au projet ou au changement. Tu n'imposes pas, tu fais en sorte que les gens grandissent dans ce projet-là un peu à leur rythme quelque part. Et je trouve que c'est... Alors parfois je tords le bras, hein. Ouais, Je ne veux pas bah, non plus passer pour le patron de trop service sympa. sensuel, trop Ouais, sympa. ouais. Et il m'est arrivé je suis arrivé, je vais t'illustrer de façon très concrète. Je suis arrivé, on était plus cher que nos revendeurs. On vend Ouais. directement, Oh, ouais. hein, mais on était plus cher que nos revendeurs. Ce qui peut aussi expliquer la raison pour laquelle on n'avait que 35 000 clients en base de données. Oui, oui, bah oui. Et donc, j'avais quelqu'un dans mon équipe je lui dis, bah, on va changer le Mm, paradigme. mm. Qu'est-ce qui justifie qu'on soit plus cher que nos revendeurs, Oui, bien au sûr. contraire? Mm, Les meilleures places au meilleur prix, elles seront chez nous, mm, parce qu'on a une maîtrise que nos revendeurs n'ont jamais.
Ah oui, mais ça va pas être accepté par les revendeurs. On va le faire quand même. Ouais. Mm. Voilà. Bah, aujourd'hui, on n'est pas moins cher que nos revendeurs, mais on est au même prix. Oui, Sauf qu'on a un avantage, c'est qu'on a la maîtrise de l'information en temps réel, ce qu'ont moins nos revendeurs. Donc, voilà. Parfois, il m'arrive de tordre le bras. Euh, Symboliquement, hein. Je ne oui, moleste pas mes équipes. Symboliquement de tordre le bras et de dire, ouais, si, si, on va quand même y aller. Et après, je dis, je peux me tromper. Je peux, effectivement, oui. je suis faillible. Et il m'est arrivé de me planter sur certains trucs. Donc, il faut le reconnaître, et puis il faut rétro-pédaler. Et encore une fois, c'est une mesure de risque. C'est-à-dire, prenons le risque dans un cadre maîtrisable. Oui. Voilà. Et puis ça se calcule, tu vois encore du data. On est capable de mesurer son risque. Moi, je sais que je faisais souvent des scénarios pessimistes, optimistes, réalistes. Puis là, on jauge un peu le plus pessimiste qu'on peut avoir. Bien Puis là, sûr. on dit, est-ce qu'on est capable de vivre avec ce scénario ultra pessimiste? Ben, si on peut, ben, allons-y, quoi. Et enfin, dans les scénarios, c'est vraiment aller jusqu'au bout des conséquences Ouais. et d'avoir une vision complète sur les conséquences. Mm, Donc, c'est un travail en amont qui est important mm, et on agrège des cerveaux hein, pour mm. que ce soit des prestataires extérieurs ou des gens en interne pour partager ça. Et puis derrière, voilà, on revient dans la dimension ludique en disant, bon alors, ça valait le coup, ça valait pas le coup, on s'est planté, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Donc, ouais, j'aime bien ce mode de fonctionnement. Il m'a réussi, je pense, au cours de ces dernières années. Ben oui, c'est ce que je vois. Tu vois, et puis je pense pas que tu es un boss si terrible que ça, même si tu tords des bras, quoi. Non. Non. Ah, ça, c'est toi qui le dis, hein. Je Euh, peux faire venir des gens. Hein. Oui, tu peux faire venir des gens pour témoigner. Écoute, j'ai croisé une de tes collaboratrices, elle m'avait l'air de te trouver correcte. Là, donc, on a parlé des équipes, ça a été, donc, effectivement, c'est la gestion du changement, mais ils sont passés à travers, ils ont survécu et ils ont vu les bénéfices de ce changement-là. Puis, moi, ce que j'aime bien poser comme question à la fin de notre entretien, parce que malheureusement, il va y avoir une fin à notre discussion, Olivier, Non. si je t'assure. Et c'est de... Donc, tout le monde n'est pas stage entertainment. Tout le monde n'a pas vos moyens. Mais qu'est-ce que serait le conseil que tu donnerais à des gens qui commencent, qui ont des plus petites salles, qui voudraient tester la tarification dynamique? Par où commencer? Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur partager? La première chose, c'est de bien comprendre les mécanismes. C'est vraiment de se dire, si on pense que dynamic pricing, c'est augmenter les prix, on se plante. Si c'est que à moi la bonne soupe, je vais pouvoir augmenter les prix, surtout dans le contexte des gens qui ont tellement pris l'habitude de casser les prix. Oui, C'est vraiment de comprendre les mécanismes, les implications. Voilà. Ensuite, c'est de se comprendre, ça veut dire aussi se renseigner sur des pratiques d'autres secteurs. J'ai dit, voilà, aller chercher dans l'hôtellerie, qu'est-ce qui fonctionne en hôtellerie, qu'est-ce qui fonctionne dans les sports d'hiver, qu'est-ce qui fonctionne dans le transport aérien, c'est quoi les mécanismes, comment moi, en tant qu'individu, parce qu'on prend le train, on loue des voitures, on loue des lieux, enfin, voilà, on réserve des forfaits de ski, quelle est la logique derrière? Et puis, on en revient à mon truc, au pire, qu'est-ce qu'on risque? C'est-à-dire, si on commence par une phase test, qu'elle est maîtrisée dans ses conséquences positives, négatives, pas être trop ambitieux, pas vouloir tout d'un coup tout révolutionner, progresser. Nous, on l'a fait par étapes. Hein. C'est quelque chose qui s'est construit au fil des saisons. Mais le tester, encore une fois, tu l'as dit toi-même, hein, ce n'est qu'en le testant sur une période, sur une catégorie de clientèle, sur un type de spectacle. Voilà, c'est vraiment choisir un moment. Il ne faut pas le faire, bien sûr, à grande échelle au moment des fêtes de fin d'année. Ce serait suicidaire. Par contre, en début de saison, en fin de saison, sur une catégorie de personnes, il faut y aller. ben oui, il faut y aller. Évidemment qu'il faut y aller.
Je veux dire, à un moment, si, tu sais, on parlait guts, et il y a une autre expression que j'aime beaucoup, c'est no guts, no glory. C'est, c'est, tu peux pas, si tu changes rien à ce que tu fais, il y a rien qui va changer. Il n'y aura pas d'heureuse surprise. Pas d'heureuse surprise. Voilà, il y a pas, il peut y avoir des concours de circonstances Oui, favorables ou défavorables, mais il n'y aura pas d'heureuse surprise si tu n'es pas l'acteur. Parce qu'il peut y avoir des circonstances favorables, mais faut savoir les capter et les amplifier. Il peut y avoir des circonstances, au contraire, défavorables, et il faut les maîtriser pour en minimiser la oui, portée. Mais dans les deux cas, il faut que tu sois un acteur de ça. exactement. Quand la Covid nous est tombée dessus à tous, le spectacle vivant fait partie de ces secteurs qui ont vraiment, à partir du moment où tu ne peux plus accueillir de personnes, tu ne peux plus accueillir personne. Le commerce a pu éventuellement se rattraper par de la vente en ligne. Nous, on ne pouvait pas, puisque on n'était pas une plateforme de contenu en ligne, on était un lieu qui accueille du public. Bon, ben, on a fait en sorte que ce traumatisme, c'était un vrai traumatisme, on puisse aussi en limiter certains effets. Et donc, on a fait ce qu'il fallait pour qu'un maximum de gens se reportent plutôt que qu'ils se fassent rembourser, communiquer en temps réel, être honnête. Ben, on a eu la chance que les gens nous aient suivis, mais en tout cas, on n'a pas été passif en attendant que la pandémie soit derrière nous. Non, mais c'était toujours, si tu es passif, tu subis. Alors qu'il y a toujours une action à faire. Tu vois, c'est quelles actions comptent. En fait, tu n'es pas responsable de la pandémie, mais tu es responsable t'es responsable, ça veut dire ta capacité de réponse par rapport aux événements qui viennent. Complètement. Complètement. Euh, je trouve que c'est une très belle réponse à quelque chose dont on n'avait pas le contrôle, quoi. Je ne fais pas partie de cette catégorie de gens qui dit, bon, bah, courbons les chines en attendant que ça peut m'arriver, mais c'est pas ma nature. Ma nature, bah, c'est peut-être pour ça que j'ai fait 10 boîtes, dont la mienne que j'ai créée, que j'ai fait des choses exotiques. Mm, Si je m'en étais tenu, ma spécialité, c'était le marketing enfant. mm. Bon. Si je m'en étais tenu à ça, est-ce que je serais allé faire cet audit thermique en milieu hospitalier privé? Non. Donc, pas attendre que ça se passe. C'était un moment où j'avais un peu moins de business. Bah, j'allais pas attendre qu'il y ait un nouveau client qui corresponde à mon savoir-faire. Donc, j'y suis allé. Ben, je pense que c'est ce qui te caractérise beaucoup, c'est bah, en fait, ce qui est important, c'est le mouvement. Tant que tu es en mouvement, tu avances. Tant que tu es en mouvement, tu testes, tu es en mouvement. Et en fait, ça va rebondir sur ma dernière question que je voudrais te poser. On a décidé de ne pas te demander l'après, mais c'est quoi qui t'anime aujourd'hui encore, après 38 ans de carrière? C'est quoi, ça vient d'où déjà? On en a parlé un peu d'où ça vient, mais c'est quoi qui t'anime encore et qui va t'animer, tu penses, encore pour la suite? C'est l'ampleur de ce qui me reste à comprendre et à découvrir. Mm, C'est-à-dire que, tu vois, en arrivant ici, donc il y a tous les métiers du spectacle vivant. Donc tu t'intéresses à ça, forcé, etc. Bon, puis tu balades dans le théâtre, tu vois des vitraux. Et tu mm, dis, tiens, des vitraux, j'en ai déjà vu. J'ai vu dans des églises, j'ai vu dans des maisons. Mais comment ça se fabrique? Est-ce qu'il y a encore des gens qui font ça? Bon, bah, j'ai fait venir un maître, un maître, enfin une vitrailliste. Euh, et c'est génial parce que j'y connaissais rien. Et tout d'un coup, alors je suis pas un spécialiste, mais j'ai appris des choses incroyables. mm, Donc en fait, c'est ça, euh, c'est peut-être ma configuration. J'adore apprendre. mm. euh, et j'ai encore un peu de place dans mon cerveau. Mais c'est un moteur. C'est un moteur, là, on va lancer des choses dans la saison à venir qu'on n'attend pas de nous, Mm. mais dont les gens se diront, bah, les conférences en font partie, mais les gens se diront a priori, bon, bah, c'était imprévu, mais c'était bien. C'est ça, mon moteur, en fait, c'est de la découverte. C'est de la même façon que bah, la première chose, c'est découvrir des gens. Oui. Voilà, on peut pas dire qu'on se connaît depuis 20 ans, hein.
découvrir des cultures. Je suis moi un produit hybride. Mm. Je suis à la croisée de quatre cultures complètement différentes et donc ce qui va avec. Euh, Comme je suis très gourmand, la bouffe, le vin, mais ce qu'il y a derrière, les métiers qu'il y a derrière. Ouais, Comment est-ce que on a trouvé des recettes? Comment est-ce que voilà, la littérature, le cinéma, enfin tout. Donc c'est ça mon moteur, c'est une envie, avant que mon cerveau soit ramolli et ratatiné, une envie d'engranger des choses, parce que engranger des connaissances, ça permet de créer des passerelles avec d'autres gens, de bien pas sûr. rester dans le cercle fermé des gens qui font la même chose que toi ou qui te ressemblent culturellement euh, ou professionnellement. Et j'ai fait de tellement belles rencontres euh, que je vais continuer encore un petit peu. Bah, c'est un moteur. Et puis, dans ce que tu dis, apprendre, avoir de la curiosité, c'est ce qui fait que ton cerveau va pas se ramollir. Je vais te donner un exemple qui va peut-être un exemple qui va peut-être te faire sourire, que j'ai un peu raconté. J'ai fait des travaux et j'ai rencontré un plombier. Et le gars arrive, il me ressemble pas du tout. C'est-à-dire, voilà, le type est tatoué, il a des bottes et Doc Martens, il a un t-shirt, faites pas chier, enfin voilà. Bon, puis moi je suis nul en plomberie, mais ça m'intéresse. Donc on commence à discuter, plomberie, etc. Puis je veux comprendre les travaux, pas me faire Ouais. avoir. Et puis je sais pas pourquoi, bah, il me demande ce que je fais dans la vie, je lui explique. On commence à parler un peu musique et il me dit bah moi je suis fan de métal. Bon, moi le métal c'est pas ce que Ouais. j'écoute. Mm. Et il me dit mon rêve ce serait d'aller au Hellfest. Et je dis ben on va y aller ensemble. Donc on est parti il y a 2 ans avec mon plombier, tous les deux au Hellfest. Et c'est un festival dont j'entendais parler Ouais. régulièrement, Mm. j'entendais plein de choses. Je dis, bah, allons voir, quoi. Donc, tu étais son plus un. Tu sais, on parle beaucoup des plus un dans les shows et toi, tu étais le plus un de ton plomb. Exactement. J'ai été le déclencheur, finalement, de cette expérience qu'il avait envie de faire. Et honnêtement, c'est devenu un pote, hein. Ouais. Et c'était comment Et, Hellfest? pardon? C'était comment ce Hellfest? Mais c'était extraordinaire. Alors, les oreilles ont un peu saigné à certains moments, parce que il y a métal et métal, Ouais. mais non, non, on a passé un super moment, et je suis devenu un peu le héros du village dans lequel il vit, parce que je suis l'homme qui l'a emmené au Hellfest. Donc en plus, tu vois, je suis investi des titres de gloire. Non, mais c'était super. Et ça, comme quoi, c'est pas idiot, hein, mais quand tu vas dans un festival, ça reste du spectacle vivant. Oui, bien sûr. Tu vois des choses qui se passent, Mm. tu te dis, tiens, ça, on n'arrive pas à le faire, mais on pourrait peut-être le faire. Ou on n'a jamais pensé à ça. Ou Mm. ça, surtout, on va pas le faire. Donc, même si spontanément, c'était pas le but, bah, je suis reparti avec trois idées. Évidemment, mais parce que ton cerveau, il arrête jamais de fonctionner. Je me fatigue. Oui. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci Olivier Ah, pour ce merci à toi, partage. Karine. Il y a un moment, il faut que j'arrête malheureusement notre conversation. Merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Je pense que ton expérience du heal, ton expérience par rapport à la donnée, au guts, la façon dont tu envisages finalement le marketing au quotidien, ta vision aussi humaine de l'équipe, je la trouve super. Bon, je suis fan, hein, je suis fan, il n'y a rien à dire. Donc j'espère que ça va plaire aux auditeurs aussi, hein, on va voir, hein, qui sait, qui sait. Ben, en tout cas, je vous dis à tous à très bientôt dans Nada to Data. À très Merci, bientôt aussi. Au revoir. au revoir. Merci à toi. Salut, c'est Nata to Data, le podcast de Karine Ramani. Si tu aimes, pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire sympa et à le partager à un ami, un collègue. Peu importe tant que ça circule. À bientôt!